Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue sur ce nouvel épisode bonus du podcast du site voixpoétique.com. Je suis David, l'animateur de ce podcast et également écrivain-poète de l'ensemble des textes présents sur le site voixpoétique.com. Aujourd'hui, je vous publie un épisode sur la passion dans l'écriture poétique, et je le publierai ce samedi 14 février, jour de la Saint-Valentin. J'ai pensé à tous les amoureux qui m'écoutent, et je vous souhaite avant toute chose une très bonne Saint-Valentin. J'espère que vous vous retrouverez les yeux dans les yeux avec beaucoup de passion, c'est important, c'est constituant même de la vie. Et je le publie également ce samedi, puisque vous aurez également un épisode très spécial de quasiment 2 heures, que j'ai d'ores et déjà enregistré, et sur lequel je vais vous donner lecture des 100 premiers poèmes que j'ai publiés sur le site Voix Poétique. Donc, sans plus attendre, attaquons cet épisode sur la passion, cette flamme qui consume autant qu'elle illumine, et comme une force qui déchire le voile des conventions pour révéler la vérité brûlante de nos existences. La passion habite la poésie. La passion habite la poésie comme le feu habiterait le bois. Elle le dévore, elle le transforme, elle le transmute en lumière, puis en cendres. Depuis que les premiers humains ont gravé des signes sur les parois des grottes, et depuis que les premiers chants ont résonné dans la nuit préhistorique, eh bien la passion irrigue le verbe poétique de sa lave incandescente. Elle est ce qui fait que le poème n'est pas un simple arrangement de mots, mais plutôt un cri, comme une sorte de brûlure, une plaie ouverte sur la page. La passion ne se contente pas de décrire l'émotion, elle l'incarne, dans le rythme même du vers, dans la violence des images également, et aussi dans ses cassures syntaxiques, qui miment les convulsions de l'âme enflammée. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons explorer comment les poètes ont fait de la passion, non pas un thème parmi d'autres, mais la substance même de leur art. Et comment ils ont compris que, sans cette intensité dévorante, eh bien, le poème resterait une simple lettre morte, un ornement stérile, un exercice formel qui ne toucherait absolument personne. Avant toute chose, je pense qu'il faut comprendre que la passion poétique ne se réduit pas à l'amour romantique, bien que celui-ci, bien évidemment, en constitue l'une des manifestations les plus évidentes. Mais la passion est cette intensité qui s'empare de l'être en entier et qui le possède, qui fait qu'il ne s'appartient plus. Le poète passionné est celui qui ne peut pas ne pas écrire, celui pour qui le poème est une nécessité vitale, une urgence existentielle. Cette compulsion créatrice traverse l'ensemble de l'histoire littéraire, un peu comme une sorte de fil rouge, un fil rouge incandescent. Les troubadours occitans du Moyen-Âge ont inventé une forme de passion amoureuse si intense qu'elle en devenait presque pathologique. Arnaud Daniel forge une langue nouvelle, le Trobarclus, qui est une poésie hermétique où les mots se tordent, se déforment, sous la pression de l'émotion qui les traverse. Eh bien, sa passion ne cherche pas la clarté, mais l'exactitude dans l'expression d'un désir qui ne peut se dire dans un langage ordinaire. Il faut briser la langue, il faut la violenter, il faut la pousser jusqu'à ses limites pour qu'elle puisse porter la charge de cette passion qui
excède absolument toute mesure. Eh bien, cette violence faite au langage sous l'effet de la passion culmine peut-être dans l'œuvre de Antonin Artaud, qui est un poète, acteur visionnaire, qui brûla absolument sa vie dans une quête démente de la vérité absolue. D'ailleurs, ces textes défient toute classification. Ils oscillent entre une forme de poésie, enfin entre poésie même, théâtre, délire mystique, et je dirais même cri primal. Toute écriture est de la cochonnerie, proclamait-il dans une lettre furieuse, parce que les mots trahissent toujours l'intensité de ce qui se vit dans le corps, dans les entrailles, dans cette région préverbale où bouillonne la passion. Eh bien, Artaud cherche un langage qui serait pur geste, pure énergie, et qui échapperait à la médiation des signes pour justement atteindre directement aux nerfs, au sang et à la chair. Vous vous doutez bien que sa passion n'est pas sentimentale, hein, mais elle est purement autologique. Il s'agit de créer un verbe qui soit acte et qui va transformer réellement celui qui le profère, comme celui qui le reçoit. Le théâtre de la cruauté qu'il théorise, vise précisément cela. Une représentation qui ne représente rien, mais qui soit un événement pur et qui aille lacérer les spectateurs, qui les force à sortir de leur torpeur pour se confronter aux forces élémentaires de l'existence. Cette dimension pathologique de la passion, au sens étymologique du pathos grec, la souffrance, l'épreuve, ce qui nous arrive et nous submerge, va marquer profondément la poésie expressionniste allemande du début du XXe siècle. Georges Trakl compose des poèmes d'une obscurité hallucinée où la passion se dit dans des images de décomposition, de putréfaction, de chute. Et son univers poétique, qui est totalement crépusculaire et même hanté par des présences spectrales, traversé par des sortes de violences sourdes, la passion de Trakl n'est pas exaltation, mais plutôt une sorte de descente aux enfers. Une exploration des zones les plus sombres de la psyché, où justement fermentent des désirs totalement inavouables. Sa sœur, Grete, avec qui il entretenait une relation un peu trouble, hante ses vers comme une ombre obsédante. Et cette passion incestueuse, qui ne se dit jamais explicitement, imprègne l'ensemble de son œuvre. Et confère à ses poèmes, justement, une sorte d'intensité morbide, une beauté vénéneuse, qui va fasciner autant qu'elle va repousser au fond. La passion peut aussi prendre la forme de l'engagement politique radical, de cette fureur qui refuse l'injustice et qui va exiger un monde transformé. Par exemple, il y a Valero, César Valero, qui est un poète péruvien, qui est mort de faim d'ailleurs, à Paris en 1938. Il a écrit une poésie de la révolte où la passion sociale se mêle entièrement à la souffrance personnelle. Ces poèmes humains crient la douleur des opprimés, la misère des ouvriers, l'absurdité d'un monde où certains meurent de faim pendant qu'il y en a d'autres qui gaspillent. Il s'exclamait d'ailleurs « J'ai envie de vivre toujours. Il n'y a rien à faire. » Dans ce vers, qui condense toute l'ambivalence de sa passion vitale, désir forcené de persévérer dans l'être, et simultanément la conscience aiguë que cette persévérance va se heurter à des forces qui la nient,
qui la broie, qui la détruise. Eh bien, Valero invente une syntaxe heurtée, brisée, qui mime justement la violence faite au corps prolétaire. Ces phrases ne se déroulent pas harmonieusement, mais elles s'entrechoquent plutôt, elles bégayent et elles se répètent compulsivement, comme sous l'effet d'une sorte de traumatisme. La passion amoureuse trouve chez les poètes arabes classiques une expression d'une sophistication extrême. Imru al-Qaïs, qui est était un prince bédouin du VIe siècle, devenu vagabond par la suite, eh bien, compose des mu'allaqat où le désir se dit à travers des images d'une sensualité brûlante. Mais cette passion reste codifiée, elle est ritualisée selon les conventions du genre. Chaque qasida s'ouvre sur l'évocation d'un campement abandonné où ne subsistent que les traces effacées de la bien-aimée disparue. Cette ouverture rituelle établit d'emblée la passion comme un manque, un peu comme une absence, comme une sorte de quête d'un objet toujours perdu. Le désert devient une métaphore de cette passion qui consume, qui dessèche et qui transforme l'amant en errant perpétuel, cherchant une oasis qui n'existe peut-être finalement que dans son imagination. La poésie arabe pré-islamique développe toute une topique de la passion où la bien-aimée reste abstraite. Elle est presque irréelle, comme une simple occasion pour le poète de déployer sa virtuosité verbale et d'exprimer des états d'âme qui transcendent largement l'anecdote amoureuse particulière. Les poètes soufis, quant à eux, détournent cette tradition amoureuse séculière, justement pour en faire l'expression de la passion mystique. Ibn al-Farid, au XIIIe siècle, compose des odes érotiques d'une intensité que j'ai trouvée vertigineuse et qui célèbre non pas une femme de chair, mais Dieu lui-même déguisé en bien-aimé. Eh bien, cette transposition permet d'utiliser tout le vocabulaire de la passion charnelle. Désir, ivresse, extase, union, pour justement dire l'expérience de l'union mystique. J'ai bu à sa mémoire un vin qui m'a enivré avant même que la vigne n'existe, chantait-il dans sa Kamriya, son ode au vin. Alors bien sûr, ce vin est symbolique et représente la figure de l'amour divin qui enivre l'âme du mystique. Mais Ibn al-Farid maintient délibérément l'ambiguïté et ne lèvera jamais complètement le voile de l'allégorie, laissant ses vers osciller entre une sensualité terrestre et une extase céleste. Eh bien, cette passion mystique emprunte à la passion amoureuse sa violence, son caractère dévorant, cette dimension de dépossession, où le sujet ne s'appartient plus, où il est tout entier possédé par l'objet de sa passion. En Occident, la tradition courtoise médiévale, dont je vous ai parlé déjà à plusieurs reprises, développe une conception très particulière de la passion comme souffrance cultivée, recherchée et même magnifiée. L'amant courtois souffre et se délecte de sa souffrance. Il chérit son tourment. Il refuse la consolation qui mettrait fin à sa douce torture. Dante élabore cette conception dans la Vita Nova, où son amour pour Béatrice devient une aventure intérieure, une sorte de quête de perfectionnement spirituel.
La passion amoureuse cesse à ce moment-là d'être une simple pulsion pour devenir une forme d'école de l'âme, un chemin, une voie de transformation. Béatrice devient médiatrice entre le terrestre et le céleste. Et c'est une figure qui permet à Dante de s'élever de l'amour charnel vers un amour divin. Cette sublimation de la passion ne la nie pas, mais elle la transfigure plutôt, et lui conserve son intensité tout en changeant son objet et sa finalité. La Divine Comédie déploie cette passion sublimée à l'échelle cosmique. C'est l'amour qui fait tourner le Soleil et les autres étoiles. C'est cette même énergie passionnelle qui anime l'univers entier, des cercles de l'enfer aux sphères du paradis. Les poètes métaphysiques anglais du XVIIe siècle ont exploré la passion amoureuse à travers des métaphores audacieuses qu'ils ont empruntées aux sciences de leur temps. John Donne compare les amants à des compas de géomètres. L'un reste fixe, au centre, tandis que l'autre trace le cercle. Mais ils restent reliés, dépendants l'un de l'autre. Et cette actualisation de la passion pourrait sembler tout à fait froide, mais elle exprime au contraire une forme d'intensité qui cherche dans toutes les ressources du langage et de la pensée les moyens de se dire. Cette forme de passion est érudite sans cesser d'être brûlante. Elle mobilise la métaphysique, l'astronomie, la géographie, l'alchimie, pour tenter de cerner l'énigme de l'union amoureuse. Ces poèmes érotiques possèdent une franchise, une crudité même, qui choqueront certains de ses contemporains. Ils parlent du corps, ils parlent du désir physique, de la jouissance, avec une forme de liberté qui anticipe de plusieurs siècles les révolutions sexuelles modernes. La passion peut aussi être celle de la langue elle-même. L'amour fou des mots, des sonorités, des rythmes qui caractérisent certains poètes pour qui l'écriture devient une forme d'érotisme verbal. Gertrude Stein développe une écriture de la répétition obsessionnelle où les mots se répètent et se modifient légèrement, se déclinent comme dans une rêverie amoureuse. Rose is a rose, is a rose, is a rose. Cette tautologie apparente exprime en réalité une forme de fascination pour le signifiant pur, pour la matérialité sonore du mot qui se détache de sa fonction référentielle afin d'exister comme une forme de pure présence phonique. Cette passion de la langue mène Stein à des expérimentations radicales où la syntaxe ordinaire va se dissoudre et où les mots s'agencent selon des logiques purement musicales, rythmiques, où le sens ne précède pas l'écriture mais émerge d'elle et surgit des associations imprévues et même des collisions entre les mots. Les surréalistes, quant à eux, théorisent la passion comme une force de libération totale. André Breton, je vous invite à écouter l'épisode en le cherchant sur voixpoétique.com, sur André Breton, va définir l'amour fou comme cette rencontre hasardeuse qui bouleverse entièrement l'existence, qui ouvre des portes sur l'inconnu et qui va révéler des dimensions insoupçonnées du réel. Nadja raconte une de ces rencontres, une femme étrange, croisée par hasard dans des rues de Paris, qui se révèle être une porte vers le merveilleux. La passion surréaliste refuse la raison, la mesure et le contrôle. Elle revendique le droit au désir absolu, à la folie et à l'excès. Les cadavres esquis, qui sont des poèmes composés collectivement où chacun ajoute un mot sans voir ce qu'a écrit le précédent,
vise à court-circuiter la volonté consciente de laisser s'exprimer librement les forces inconscientes du désir. La passion devient une forme de principe créateur, une énergie révolutionnaire qui doit transformer non seulement l'art, mais la vie elle-même, et les rapports sociaux, l'organisation politique. J'ai toujours trouvé que les poétesses apportent à l'expression de la passion des tonalités vraiment différentes, une forme de sensibilité que la poésie masculine a trop souvent ignorée. Sappho, sur son île de Lesbos, au VIe siècle, avant notre ère, compose des fragments d'une intensité érotique qui traversera les millénaires. Elle décrit avec une précision clinique les symptômes physiques de la passion. Quand je te vois, ma voix se brise, ma langue se paralyse, un feu subtil court sur ma peau, mes yeux ne voient plus rien, mes oreilles bourdonnent, la sueur me trempe, un tremblement me saisit tout entière, je deviens plus verte que l'herbe, je me sens proche de la mort. Il y a ici une phénoménologie de la passion amoureuse qui décrit l'amour comme une sorte de maladie, un peu comme une possession, qui dépossède justement, comme une perte de contrôle, qui terrasse. Eh bien, Sappho n'embellit pas, elle ne sublime pas, et elle dit la vérité crue de ce qui arrive au corps désirant. Anna Akhmatova, dans la Russie du début du XXe siècle, a écrit une poésie amoureuse d'une concision déchirante. Ses vers ramassés, économes de moyens, eh bien, portent une charge passionnelle d'autant plus forte qu'elle est contenue, comprimée. Tu es l'apostat, pour une île verte, tu as trahi ta patrie. Eh bien, cette accusation amoureuse condense en 2 vers toute la violence d'une rupture, toute l'amertume de l'abandon. La passion d'Akhmatova ne s'épanche pas, elle ne se répand pas en lamentations fleuves, mais se concentre en quelques images fulgurantes qui portent le poids de volumes entiers. Il y a aussi Alejandra Pizarnik, qui est une poète argentine, morte, suicidée à 36 ans, qui a écrit une poésie, de la passion mortifère, où Eros et Thanatos s'entrelacent indissolublement, et ces poèmes courts, obscurs, hantés par des figures d'enfants morts, de miroirs brisés, de corps fragmentés, explorent les zones où le désir confine à l'autodestruction. J'ai peur de la nuit qui vient et qui m'apporte mon visage. Eh bien, ce vers dit l'effroi de la confrontation avec soi-même, avec cette part d'ombre que la passion révèle. Sa passion n'est pas une exaltation, mais plutôt un vertige, une attraction vers le gouffre, une fascination pour ce qui détruit. La passion peut aussi être celle de l'engagement existentiel, du choix radical qui engage toute l'existence. Il y a Paul Celan, rescapé de la Shoah, dont les parents périrent dans les camps et qui a écrit une poésie de la fidélité passionnée aux morts, du refus obstiné de l'oubli. Sa Todesfuge, fugue de mort, tresse justement les voix des victimes dans une structure musicale obsédante qui mime l'horreur répétitive de l'extermination. La mort est un maître venu d'Allemagne. Eh bien, ce refrain va revenir comme une litanie cauchemardesque. Cette passion mémorielle habite toute l'œuvre de Celan. Et elle dicte son hermétisme croissant, son travail de déconstruction de la langue allemande, qu'il continue néanmoins à employer, malgré tout, malgré que ce soit la langue de ses bourreaux,
Eh bien, sa passion consiste à arracher l'Allemand à son histoire criminelle, à la forcer à dire ce qu'il voudrait taire, à maintenir ouverte la plaie pour qu'elle ne cicatrise pas en oubli confortable. Je reviens à nouveau également sur la Beat Generation américaine qui revendique justement cette passion comme un mode de vie, comme une forme de refus de la tiédeur bourgeoise. Jack Kerouac écrit sur la route d'une traite en 3 semaines, sur un rouleau de papier continu, dans un état d'exaltation créatrice qui refuse la révision, le repentir et la correction. Eh bien, cette passion de la spontanéité, de l'écriture comme jazz improvisé, vise à capter l'immédiateté de l'expérience avant même que la réflexion ne la refroidisse. Ginsberg hurle sa passion dans Hall, qui est un poème fleuve, qui dénonce la société américaine des années 50 et qui célèbre les marginaux, les fous, les drogués, tous ceux qui ont préféré brûler vite que s'éteindre lentement dans le conformisme. Il disait « J'ai vu les meilleurs esprits de ma génération détruits par la folie ». Eh bien, ce cri inaugural lance une litanie furieuse qui ne s'arrête qu'après plusieurs pages d'invectives, de visions, d'imprécations. Et la passion de Ginsberg est justement prophétique. Elle convoque les fantômes de Whitman et de Blake pour fustiger l'Amérique moderne, pour rappeler à une libération totale, sexuelle, spirituelle et politique. Dans ce très court passage sur la Beat Generation, eh bien les poètes de la Beat Generation, je vous précise qu'il y a un épisode par poète cité. Vous pouvez les chercher toujours sur voixpoétique.com. Mahmoud Darwish incarne également la passion du poète engagé dans la lutte de son peuple. Je parle ici de poésie palestinienne qui dit l'amour de la terre perdue et la nostalgie des oliviers, la douleur de l'exil, la résistance obstinée contre l'effacement. Mais Darwish refuse d'être réduit au statut de porte-parole politique et il revendique le droit à la complexité, à l'ambiguïté, à l'universel. Sa passion n'est pas seulement nationale, mais elle est aussi amoureuse, métaphysique et linguistique. Il explore toutes les ressources de la langue arabe, jongle avec les niveaux de style et entrelace les classiques et la dialectique, le sacré et le profane. Sa passion poétique consiste à faire de la cause palestinienne non pas propagande, mais matière de grande poésie qui transcende les circonstances particulières pour toucher à l'universel de l'exil, du déracinement et du désir de retour. Federico Garcia Lorca développe une poésie de la passion tellurique, qui sera enracinée dans les forces élémentaires de l'Andalousie. Son romancero gitan célèbre le monde des gitans de Séville, avec leur violence, leur superstition, leur sensualité débridée. Et Lorca invente le concept de duende, cette force obscure qui s'empare du chanteur de flamenco, du danseur du torero, et qui le pousse au-delà de lui-même, vers des régions dangereuses où la vie côtoie la mort. Le duende n'est pas la muse ni l'ange, mais plutôt le démon. Et quand je dis démon, c'est au sens grec du démon, qui est une puissance qui possède et qui élève simultanément. Eh bien, la passion, vue à travers les yeux et les mots de Lorca, puise justement aux sources archaïques du paganisme méditerranéen, au rituel dionysiaque, où la transe dissout les frontières de l'individu. Ces vers possèdent une charge érotique évidente. Lorca était homosexuel dans une Espagne catholique et répressive, mais cette érotique se sublime constamment en vision cosmique où le désir individuel participe aux forces primordiales qui animent l'univers. La passion peut
aussi être celle de la langue maternelle, de cet amour viscéral pour une langue minoritaire, menacée, que le poète contribue à maintenir vivante. Seamus Heaney, fils de fermier catholique d'Irlande du Nord, écrit en anglais, mais un anglais qui est imprégné de gaélique, troué de mots irlandais, hanté par les rythmes celtes. Eh bien, sa passion consiste à faire de l'anglais la langue de l'oppresseur, le véhicule paradoxal de la mémoire irlandaise. Il fouille les tourbières, où l'on retrouve les corps momifiés des victimes sacrificielles de l'âge du fer. Et il lit des analogies avec les violences contemporaines de l'Irlande du Nord. Et cette passion archéologique creuse dans les strates du temps pour y découvrir des continuités, des échos, des formes de répétition qui donnent sens à un présent sanglant. Octavio Paz développe une poésie de la passion érotique, comme une sorte de voie de connaissance. Pierre de Soleil, son long poème cyclique, qui comprend 584 vers, explore l'union amoureuse comme dissolution des frontières, une fusion où je et tu deviennent nous, et où le temps linéaire va se transformer en éternel présent. La passion, selon Paz, n'est pas aveugle, mais elle est plutôt voyante. Elle révèle des vérités que la raison seule ne peut atteindre. L'érotisme devient alors métaphysique. La caresse devient herméneutique. Le corps de l'aimé devient un texte à déchiffrer. Et cette passion gnostique fait du désir le chemin vers la connaissance, de la jouissance, l'illumination. Nous voici maintenant parvenus au terme de notre parcours dans le territoire incandescent de la passion poétique, et nous avons découvert que cette force traverse toute la création littéraire comme une sorte de fleuve de lave, brûlant tout sur son passage et transformant le langage ordinaire en une matière incandescente. La passion n'est pas ornement du poème, mais plutôt sa substance. Ce sans quoi il reste un exercice formel, un jeu verbal sans conséquence. Les poètes nous enseignent que la passion peut prendre 1000 visages. La passion amoureuse, bien sûr, mais aussi la passion politique, la passion linguistique, la passion métaphysique, la passion mémorielle. Et toutes ces passions partagent cette intensité qui consume, qui va nous dévorer, qui transforme celui qui l'éprouve. Le poète passionné n'est plus maître de son verbe, mais possédé par lui, traversé par des forces qui le dépassent totalement. Cette passion comporte toujours un risque, celui de se consumer entièrement, de se perdre dans l'incendie qu'on a allumé. Et nombreux sont les poètes qui ont payé de leur vie ou de leur raison leur passion dévorante. Mais ce risque fait partie du pacte poétique, accepter de brûler pour illuminer, consentir à la destruction pour créer du nouveau. La passion poétique nous rappelle que l'art véritable n'est absolument jamais tiède. Il n'est jamais mesuré et il n'est jamais raisonnable. Il exige absolument tout, il consume tout et il transforme la vie elle-même en matière poétique. Les poètes passionnés nous montrent qu'on ne peut servir simultanément la poésie et le confort, et qu'il faut choisir, qu'il faut même accepter, de perdre sa vie ordinaire pour gagner cette vie autre, intense et brève, qui donne seule la création portée à l'incandescence. Alors j'espère que ces voix passionnées vont vous inspirer à chercher en vous-même cette flamme et à oser l'intensité plutôt que la médiocrité, et à préférer brûler quelques années que s'éteindre lentement dans une existence fade et sans saveur. Parce que c'est cela que nous enseignent les grands poètes, que la vie passionnée, même brève, même douloureuse, vaut infiniment mieux
que la longue agonie d'une existence sans passion. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.